Bien voilà, on reprend pile à l'heure. C'est parfait. Nous allons poursuivre cette matinée avec trois exposés, trois présentations générales données par des représentants du service public de Wallonie, mobilité, infrastructure. Depuis plusieurs années, la Wallonie investit dans le vélo pour qu'il devienne un vrai mode de transport au quotidien. La mise en place d'un réseau cyclable structurant à l'horizon 2040 participe à cet objectif. Il vise en effet à établir des liaisons cyclables prioritaires entre des pôles essentiels afin de favoriser la pratique du vélo et de proposer une réelle alternative à la voiture. Pour vous présenter ce réseau cyclable structurant, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Ranquet et Benoît Duprier de la Direction de la planification et de la mobilité. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Voilà, donc effectivement, on a 15 minutes pour vous présenter le réseau cyclable structurant wallon. On a structuré ça sous forme de questions. Comment il est élaboré, avec qui, pourquoi, et quels sont en fait tous les apprentissages des études menées sur le territoire wallon. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être de la redite, mais on a essayé de structurer ça de manière un peu différente. Et comme je vous ai dit, sous forme de questions, si jamais on vous les pose aussi pour que vous puissiez avoir ces éléments de réponse. Alors la première question, Benoît, c'est quoi le réseau cyclable structurant? Eh bien, retour vers le futur, allons en... Non, voilà, comme ça. Retour vers le futur, allons en 2040 et regardons un réseau, j'ai entendu il y a quelques instants, c'est un potentiel de déplacement, mais c'est d'abord dans ce qu'on veut faire une vision, c'est une vision de liaison cyclable en vue vraiment de développer la pratique du vélo utilitaire et sur laquelle on va pouvoir concentrer les efforts. Et c'est aussi le fruit d'un décret. Ce réseau cyclable structurant, il est défini dans des textes. Il prévoit les deux premiers niveaux. Il met ensemble les deux premiers niveaux d'une typologie à 3 niveaux, qui sont donc les cyclostrades et les liaisons cyclables fonctionnelles supralocales. Un troisième niveau qui va être défini par les communes, ce sont les liaisons cyclables de desserte locale. Et ce décret de 2022 nous lance dans un processus, mais on ne part pas d'une page blanche. Il y a une série de choses, d'un bout à l'autre de la Wallonie, des réflexions sont en cours et qu'on va les mettre ensemble dans ce processus. Alors, bien sûr, ce réseau, il va se concrétiser par des grands chantiers ambitieux par endroits, là où ça se justifie, mais probablement qu'il va davantage voir le jour par des mesures, des interventions peut-être plus petites, à grand impact, avec des plans de circulation, des mesures d'apaisement du trafic. On sait que donc les moyens sont plutôt à la baisse et qu'il va falloir trouver toute une série de solutions. Alors voilà, vous avez un exemple d'une voirie qui était anciennement à double sens et qui est passée à sens unique pour laisser la place à une continuité cyclable qualitative. Vous voyez un verrou urbain ici à Bruxelles, mais qui permet de supprimer le trafic de transit et qui offre finalement des conditions très favorables au vélo. Et il manque dans la partie blanche une petite citation qu'on avait mis de la responsable de la chaire du vélo à l'université de Gand, donc chaire ouverte depuis 2-3 ans, qui disait « The best bike plan is a car plan ». Le meilleur plan cyclable, c'est en fait un plan de circulation pour les voitures. Alors, Alice, comment on fait pour le définir maintenant, ce réseau cyclable structurant? Comme vous le voyez, on avait bien préparé. Mais je vais répondre à ta question, Benoît. Comment fait-on? Oui, vous posez sûrement cette question. Et si vous devez y répondre, vous aussi.
Voilà la méthodologie sur laquelle on s'est reposé, avec les bureaux d'études qui nous accompagnent dans cette démarche, en trois phases donc, que je vais expliquer ici. La première phase, c'est l'état des lieux du potentiel cyclable. Alors, sur quoi on s'est basé pour étudier le potentiel? Sur des données de mobilité en regardant la demande actuelle. Pour analyser ça, on s'est focalisé, on a pris en partie des données très intéressantes qui sont les floating mobile data. Et donc, en fait, c'est des big data qui nous permettent, par la téléphonie mobile, de pouvoir avoir des matrices origine-destination pour savoir d'où sont partis les gens, où ils vont, et peu importe le mode qu'ils ont utilisé pour faire cela, et peu importe le motif également. Et donc on a une vue globale. Ici, vous avez l'exemple de l'étude sur la province de Namur et province du Brabant-Wallon, où on voit des pôles qui ressortent, parce que ce sont des pôles fortement générateurs de déplacement. Alors, ces pôles, via ces données, ils ont été identifiés et hiérarchisés, justement, pour voir quels étaient ceux qui attiraient le plus. Puis on a identifié, en schéma d'intention, des liaisons entre ces pôles, en traçant juste une flèche idéale, rêvée, on va dire, et aussi hiérarchiser ces liaisons sur base donc, de données objectives qui sont les données dont je vous ai parlé, les floating mobile data. Ensuite, deuxième phase, qui est peut-être la plus compliquée, c'est on est dans un schéma d'intention, on a tracé des flèches, et puis on arrive à la réalité où on doit ces flèches les implanter sur un tracé précis et dire par où on passe finalement. Et donc ici, on a voulu vous montrer la carte de travail. Donc c'est vraiment une carte qui n'est pas finalisée, mais qui nous a permis de travailler avec de nombreux acteurs dans le Brabant-Wallon. Et c'est une carte de travail qui a été martyrisée, on va dire. On a eu plusieurs versions. Donc la première, la deuxième, la troisième. La première version, on l'a appelée la version martyr. C'est la version sur laquelle tout le monde s'est acharné. J'en reparlerai après, donc tous les acteurs qui ont tourné autour de cette étude. Puis on a une deuxième version, c'est celle que vous voyez ici en rose, avec les liaisons donc, qui ont été mises sur des axes. Pardon. Donc ça, c'est la version améliorée. Et puis alors, on arrive maintenant en bout de cette phase 2 et on arrive vers une version numéro 3 qui est on l'a appelée version consolidée, c'est une conseillère en mobilité du Brabant-Wallon qui nous a proposé cette terminologie. Et donc on arrive à une version avec le plus de consensus, en tout cas qui a été la plus discutée avec les acteurs locaux. Donc ça c'est la deuxième phase, où on en est en tout cas en Brabant-Wallon. Et la dernière phase, la phase 3, on a pris des exemples qui ne viennent pas des études en cours, mais plutôt des exemples flamands et bruxellois, parce qu'on n'est pas encore à cette phase-là pour le moment, mais qui nous montrent, je vois qu'il y a, oui, pardon, comment est-ce qu'on retourne en arrière, qui nous montre, donc la dernière phase, c'est en fait qu'est-ce qu'il faut faire, à quel endroit, et quand est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on priorise. Et in fine, l'output des 4 études, ce sera de pouvoir avoir tout ça cartographié, comme on le voit ici, pour avoir donc un agenda et une programmation. Voilà pour les grandes lignes de la méthodologie. Il est défini avec qui, ce réseau cyclable structurant? Avec qui? Alors, avec de nombreuses parties prenantes, dont vous faites partie également. On voit que pour les 4 études qui ont été lancées, on a essayé de réquisitionner des parties prenantes spécifiques à chacun des territoires, donc tout un écosystème d'acteurs mobilité dont vous faites partie, pour les mobiliser à suivre ces études au sein d'un comité d'accompagnement. Et ce comité d'accompagnement, il vient en support d'un comité de pilotage dans lequel il y a le SPOMI, mais donc autant le M que le I du SPOMI, la mobilité et l'infrastructure. Et au sein du comité de pilotage aussi, on a voulu à chaque fois avoir un représentant supracommunal de chacun des territoires. Donc énormément d'acteurs, comme vous le voyez ici, on ne va pas tous les citer, mais donc autant des agents techniques que des élus et des représentants de la société civile. On a voulu aussi, et c'était effectivement écrit dans le décret, mais c'était quelque chose qui nous paraissait
primordial de réquisitionner l'intelligence des usagers et de pouvoir avoir le feedback des usagers et donc citoyens qui se déplacent aujourd'hui à vélo, mais aussi demain. Pour ça, on a utilisé donc 2 médias. On a fait des ateliers participatifs. On a entendu que c'était une bonne chose de faire ça, mais donc on l'a pas fait juste pour mettre l'étiquette, mais réellement pour apporter de la qualité au travail final. Et ces ateliers participatifs, ils ont drainé donc pas mal de monde, en tout plus ou moins 350 personnes sur les 4 études répandues. Ici, on voit en Brabant wallon une centaine de personnes au mois de juin, avec, comme je vous disais, cette version martyre qui a été discutée. Est-ce qu'on passe par ici, est-ce qu'on passe par là? Et mettons-nous d'accord ensemble pour voir quel est l'itinéraire le plus important à nos yeux ou le plus prioritaire. Donc les gens ont été amenés via des outils d'intelligence collective à travailler autour de cartes. Ici, au mois de novembre, on a eu 4 ateliers dans la province de Namur. À Liège, au mois de septembre, 3 ateliers également, où donc les citoyens ensemble partageaient leur opinion, leurs priorités, et challengeaient les itinéraires proposés initialement par les bureaux d'études, ici donc au mois de novembre aussi à Verviers. Et enfin, donc au sein de ces ateliers, on avait effectivement des usagers d'aujourd'hui, et on s'est dit, c'est bien d'avoir touché toutes ces personnes, mais qui sont des personnes qui sont déjà qui expérimentent déjà aujourd'hui, mais essayons d'attirer et d'avoir l'avis de ceux qui n'y sont pas encore, qui ne sont pas encore mis au vélo et qui, dans le futur, pourraient l'être, et ce via une plateforme, plusieurs plateformes en ligne. On voit ici l'exemple de la plateforme pour l'arrondissement de Verviers et la province de Namur, qui est toujours en cours, sur participe.be. Vous pouvez encore, ici, pendant quelques jours, aller donner votre avis sur les tracés, sur les priorités. Et alors, on a un peu plus de recul sur la plateforme interactive qui a fait sa campagne ici pendant les 2 mois d'été, en Brabant wallon. Et là, on voit qu'on a touché presque 500 personnes. Et sur ces 500 personnes, plus de 1700 remarques reçues. Donc tout ça a traité par le bureau d'études 17 qui nous aide donc, dans cette démarche. Et on voit que malgré que via cette plateforme, on n'arrive pas à cette intelligence collective qu'on peut avoir en atelier, on a quand même des choses intéressantes à faire ressortir, notamment cette carte-ci, donc réalisée par l'ICED, qui nous montre, en sommant toutes les priorités des citoyens, voilà les axes sur lesquels eux voient en tout cas la priorité à mettre pour le futur. Et donc ça nous guide aussi dans l'étude par rapport à la phase 3 dont je vous parlais sur les priorités. Alors Benoît, tout ce processus est bien intéressant, cette mobilisation de parties prenantes, mais est-ce que tu peux nous aider à prendre un peu de recul et de comprendre à quoi tout ça sert? D'abord, à prendre de la hauteur. Vous, en tant que SEM, on vous a appris à prendre de la hauteur, à voir globalement pour ensuite agir concrètement localement. Et donc, c'est surtout l'occasion ici d'aligner une série de choses, et surtout d'abord des acteurs, les acteurs qui travaillent sur la stratégie, sur l'opérationnel, les acteurs qui sont plus institutionnels, les citoyens, etc. Notamment dans le cadre de ces ateliers, c'est l'occasion d'échanger sur les contraintes et priorités de chacun. C'est aussi l'occasion d'aligner les échelles entre la vision régionale, les visions communales, la hiérarchie du réseau, où c'est vrai qu'il faut un emboîtement adapté des réseaux structurants et puis plus local. Et c'est aussi, alors surtout pour l'avenir, un alignement de la programmation, puisque maintenant l'objectif, puisque ce réseau vient emprunter par moment des voiries communales, par moment des voiries régionales, ça sera l'occasion d'aligner les calendriers, la programmation entre les différents gestionnaires de voiries pour avoir des liaisons plus efficaces. S'il y avait quelques messages clés à retenir en repartant chez nous aujourd'hui, quels sont-ils par rapport donc, à ces études menées?
Alors, d'abord, dans ces ateliers, on se rend compte des attentes importantes que les citoyens mettent dans le réseau régional en termes d'aménagement, parce que bien souvent, c'est le réseau qui est le plus direct, le plus droit pour relier deux points. Mais c'est vrai que les investissements, les moyens vont être plutôt à la baisse et les investissements lourds vont plutôt se concentrer aux endroits où on a les liaisons à plus haut potentiel. Donc on ne va pas pouvoir équiper tout de suite toutes les belles nationales bien droites d'aménagement qualitatif. Et donc le réseau cyclable structurant, il va en fait se concrétiser aussi beaucoup par des petites interventions à impact important. Et ça, c'est vraiment une chose à retenir. Donc ici, avec un exemple de F99 que vous connaissez bien, mais ça peut être des plans de circulation de quartier, etc. Ça s'applique aussi au milieu urbain. Dire aussi que la définition et le développement de ce réseau cyclable structurant, il se fait beaucoup mieux et plus vite avec des acteurs qui s'investissent, et en particulier les communes. On dit parfois « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je ne sais pas si c'est vraiment l'occasion de le dire, mais en tout cas, les communes investies, impliquées, vont peut-être plus facilement pouvoir rassembler tous les acteurs autour d'eux. Autres acteurs que peuvent être, par exemple, Infrabel. Vous voyez ici une image à Nivelles le long des voies de chemin de fer. Je ne sais pas si on était dans une emprise Infrabel. La province, l'image de droite, c'est un aménagement financé par la province du Brabant wallon. À d'autres endroits, il y a des acteurs qui ont aussi un rôle très important à jouer. Le recours aux outils de l'intelligence collective semble avoir suscité l'adhésion. En tout cas, on a eu pas mal de retours assez positifs par rapport à ça. Et ils ont permis un dialogue constructif entre tous les acteurs au sein des comités d'accompagnement, avec les citoyens, donc entre des acteurs assez variés. Et je pense que ça donne une certaine légitimité au réseau qu'on est en train de dessiner. Et puis, il faut encore peut-être du temps pour que les mots Wallonie et cyclable s'associent bien dans les têtes. Il y a encore pas mal de boulot, mais il ne faut pas nier que ça bouge et qu'il y a des choses qu'on peut déjà valoriser en Wallonie. Merci à tous les deux. Alors, on a 5 petites minutes pour des questions. Oui, monsieur ici, je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Mon nom est Degan, Philippe Degan, pour le GRAC. Quand on circule en voiture sur le réseau autoroutier, on n'a ni cédé le passage, ni feu lumineux de circulation. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le réseau cyclable structurant offre le même confort aux cyclistes, ni céder le passage, ni feu lumineux de circulation? Merci. Ouais, une question bien ambitieuse. En tout cas, pour le moment, on se réfère au guide de la région qui est la Sécurothèque, et que c'est clair que par rapport aux cyclostrades, ces aménagements cyclables à haut niveau de service, c'est l'ambition d'arriver à leur donner la priorité sur les voiries, en tout cas à faible trafic. Et puis, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais les recommandations, elles évoluent, c'est très clair. Donc, rendez-vous dans quelques années pour voir où on en sera par rapport à cette priorisation. Oui, monsieur là-bas. Vous pouvez lever la main, c'est vous. Oui, bonjour. Au niveau cyclisme, mais pas que, en fait, la mobilité active a un problème au niveau des villes quand elles sont très denses, c'est le droit à l'immobilité pour les automobilistes. Et en fait, le droit de réquisitionner même les trottoirs et les pistes cyclables pour y stationner. Et
Je veux dire, nos décideurs sont très embêtés parce qu'au niveau électoral, ils ont un poids énorme. Et comme on a inventé le droit à l'immobilité dans nos villes, ça cause énormément de problèmes. Mais ce que je vois, c'est que la politique du stationnement n'est pas à la page par rapport à ce qui se fait de mieux en Europe, ici, pour la partie wallonne, en fait. Hein, voilà. Alors, je voudrais peut-être, est-ce qu'il y aurait des pistes de solutions pour régler ce problème-là? Donc, on est parfois des espaces trop étroits, évidemment. Donc, ça concerne plus les piétons que les cyclistes. C'est surtout les PMR, mais il y a beaucoup de PMR chez les cyclistes, en fait. Tous ceux qui ont peur de ruiner la circulation, pour moi, c'est des PMR. C'est parce qu'ils ne voient pas comment ils vont s'insérer dans la circulation. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais j'espère que vous allez pouvoir poursuivre et nous apporter des solutions. Ça fonctionne. C'est tout un programme, évidemment. La répartition de l'espace public, il y a des enjeux énormes en matière de mobilité, mais aussi de qualité de vie en ville, de qualité de l'air, d'inclusivité. Vous parliez de personnes à mobilité réduite. Donc tout ça va dans un sens commun. Et donc effectivement, c'est en trouvant des solutions en fonction, par exemple, on parle du principe STOP dans la stratégie régionale de mobilité, mais c'est aussi se poser la question des arbitrages dans l'espace public et que par moment, il faut accepter que les voitures stationnées puissent être à 50, 100 mètres et pas juste devant la maison. Et donc, effectivement, c'est un enjeu qui... Alors, il est plus facile de le dire ici comme ça que sur le terrain, arriver à convaincre les riverains du bien fondé de l'espace public qu'on leur propose. Mais voilà, c'est un enjeu majeur. Maintenant, si vous vouliez des solutions comme ça, elles doivent être travaillées au cas par cas, avec cette vision globale, avec un plan de circulation qui déjà peut apaiser les quartiers, limiter le trafic de transit. Quand on a déjà fait ça, le reste s'enclenche peut-être plus facilement. Merci. Je vous propose de terminer avec une dernière question. Si possible, soyez très concis, à la fois dans la formulation et dans la réponse. Merci. Ah, il y en a deux. Le plus proche. Mais de toute façon, moi je vous invite aussi à continuer les discussions durant les moments de pause. Les intervenants sont là jusqu'à la fin de la journée, donc il y a franchement moyen de continuer à se parler en dehors des présentations. Bonjour, Michael Revwitz, ancien conseiller dans différentes communes. On voit dans les propositions différents itinéraires poussés par ces communes parce que c'est dans leur carton, dans un PIWASI, un PIMASI, dont des itinéraires qui parfois posent question. Je prends un exemple concret, 2 millions pour contourner une nationale par l'Est, alors qu'à l'Ouest, on a un potentiel F99C qui pour 500 balles fait tout à fait le job, est plus court, plus direct, plus plat, donc c'est nettement mieux. Donc à quel point est-ce que la Wallonie va jouer son rôle de recadrer des communes qui dépenseraient en fait l'argent public en le jetant par les fenêtres, puisque 2 millions ou 500 euros, pardon, il y a une claire perte là-bas pour un réseau cyclable ailleurs. Donc est-ce que la Wallonie a ce pouvoir de finalement contraindre une commune à accepter un itinéraire plutôt qu'un autre pour des questions de coût et d'efficacité? Merci. Je ne sais pas si j'ai la légitimité de répondre à cette question. Monsieur le ministre n'est plus là. Donc, effectivement, en tout cas, l'intention qui nous a donnée, c'est d'essayer d'investir là où le potentiel est le plus élevé et que donc, tout ça va être aussi analysé. Et voilà, peut-être que dans les années qui viennent, il y a des changements d'orientation, mais je pense que j'ai assez insisté sur le fait qu'il faut trouver la bonne manière et que les investissements lourds, on va pouvoir les faire préférentiellement là où il y a des bonnes raisons de le justifier et que par contre on peut avoir un réseau extrêmement qualitatif avec des investissements limités. Oui, si je peux peut-être aussi rajouter quelque chose, c'est que peut-être qu'on ne sait rien imposer, mais en créant des espaces de discussion où on explique justement à la commune comment de manière supralocale certaines liaisons sont plus importantes que d'autres, c'est aussi une manière en tout cas de mettre tout le monde autour de la table, de dire les citoyens veulent ça, la vision régionale elle est telle, donc c'est un moyen de convaincre aussi. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir.
Oh, pardon. Allez-y, monsieur l'inspecteur général, je ne vous avais pas vu. Je voulais simplement compléter, mais c'est justement l'objectif de mettre en place la définition des réseaux de manière concertée. Et en effet, un des premiers objectifs, c'est de pouvoir prioriser correctement les investissements, puisque à partir du moment où il y a un cofinancement ou quasi un financement total de la région, il est normal qu'on fasse les choses dans le bon ordre. C'est une des conclusions qu'on a tirées des anciens appels à projets et droits de tirage, où on a essayé de prioriser de la meilleure manière qu'on pouvait les investissements. Alors il y a, on le sait, toute une série de contraintes qui font qu'on puisse réaliser tel investissement plutôt que tel autre d'un point de vue chronologique. Complexité du dossier, ouvrage d'art, expropriation, etc. On connaît ces problématiques, mais il faut bien entendu que cette vision de réseau puisse s'implémenter à toutes les échelles, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière cohérente. Et ce sera certainement une grande priorité de cette législature-ci, de pouvoir évaluer les impacts, de pouvoir estimer au préalable tout le potentiel des réalisations, pour que les deniers publics soient utilisés de la meilleure manière qui soit. Voilà. Merci beaucoup. Petite communication pratique avant de poursuivre. Il y a une sketch-noteuse qui est en train de travailler durant ce colloque et qui nous a glissé à l'oreille qu'il y avait beaucoup de bruit de smartphone et de chuchotage. Donc je vous demanderai juste de couper vos téléphones pour le confort de tous. Merci beaucoup. Ou de le mettre en silencieux. Merci. Le TEC a repensé l'offre de bus sur le territoire Gaume-Sud-Ardennes. L'objectif est évidemment de toucher un plus grand nombre d'habitants en améliorant les fréquences et en créant de nouvelles liaisons. J'invite Marie Bowellings et Justine Marnef de l'autorité organisatrice des transports à nous faire un retour d'expérience sur ce redéploiement des TEC. Bonjour à tous, donc on va vous parler du redéploiement de l'offre de transport public dans la zone de Gaume-Sud-Ardennes. Alors notre présentation va se dérouler en 2 temps. Je vais d'abord faire une petite mise en contexte pour expliquer en quoi consiste un redéploiement de l'offre et pourquoi on travaille de cette manière-là. Et ensuite, Justine rentrera dans le vif du sujet en expliquant le cas concret de la zone Gaume-Sud-Ardennes. Alors la Wallonie a été divisée en une 30aine de zones dans laquelle l'offre de TEC va être repensée globalement avec un objectif d'horizon 2035. Alors voici la carte un peu avec l'état d'avancement des projets de redéploiement. Donc au plus c'est vert, au plus les projets sont avancés. Il y a déjà plus ou moins 50% de l'offre TEC qui a été réétudiée au niveau tactique, donc pour laquelle on a défini des liaisons, et 2 zones qui ont déjà été mises en œuvre, déployées, donc la zone autour de Jean-Blou et la zone Gaume-Sud-Ardennes. Alors, comment on travaille pour réaliser ces redéploiements ? On travaille en 2 temps. Le premier temps, c'est la région wallonne organise le réseau sous forme d'études tactiques avec de nombreux ateliers avec toutes les parties prenantes de la zone. Et l'objectif est de pouvoir, sur base d'un diagnostic, définir des liaisons. Donc vraiment repenser les objectifs. Donc qu'est-ce qu'on veut relier et pourquoi, avec quelle fréquence. Et ensuite, la deuxième phase, qui est le travail le plus conséquent, le TEC traduit ça en ligne, en itinéraire et en nouveau réseau. Alors, voilà donc un peu ce que ça donne en illustration. Donc la première phase, c'est vraiment une phase de diagnostic pour identifier les besoins, les réels besoins du territoire. Ensuite, c'est traduit en termes de liaison, où on donne une sorte de cahier des charges au TEC, donc on leur dit ce qu'il faut relier et où, avec quelle fréquence, quel niveau de service, et le TEC traduit ça en ligne derrière la 3e illustration. Alors pourquoi redéployer l'offre ? Alors
3 enjeux principaux. D'abord, pouvoir renforcer le lien entre mobilité et développement territorial. Alors, comme on en a déjà parlé en début de journée, donc il y a un SDT qui a été adopté récemment, qui définit la décentralité, et qui a donc pour objectif de concentrer l'habitat dans certaines zones. Et notre objectif en niveau mobilité, c'est de pouvoir contribuer à cette volonté d'optimisation spatiale en garantissant une bonne offre de transport public vers ces centralités. Donc en essayant de concentrer les moyens et en garantissant cette cohérence entre l'aménagement du territoire et la mobilité. Deuxième objectif, c'est de pouvoir hiérarchiser l'offre. Donc d'avoir un réseau dans lequel on rabat l'offre des réseaux les plus structurants qui sont alimentés par des réseaux moins structurants. Alors pourquoi hiérarchiser l'offre? Pour diverses raisons. D'abord, pour assurer une meilleure couverture du territoire. Ça permet, par exemple, de développer des formes de transport à la demande qui vont couvrir une zone plus grande avec des moyens plus rationnels. L'idée, c'est vraiment que chaque mode a sa zone de pertinence, donc le train pour les axes avec beaucoup de besoins et du transport à la demande, dans le cas extrême, pour les zones à très faible densité. La hiérarchisation de l'offre implique en fait des parcours plus compliqués, donc il va y avoir des ruptures de charge, des chaînes de déplacement qui sont plus compliquées pour l'utilisateur, parfois plus de correspondance, et donc cette hiérarchisation du réseau doit s'accompagner de toute une série de mesures qui sont l'organisation des correspondances assez claires, fiables, organisées, le développement de mobipôles, donc des lieux d'intermodalité où on facilite vraiment le transfert entre les plusieurs modes, l'accompagnement par d'autres sortes de mobilité, par exemple des formes de micromobilité pour rejoindre les arrêts de transport en commun. Donc il y a toute une série d'actions en mobilité complémentaires à l'offre de bus qui doit être pensée en même temps que la redéfinition de ce réseau. Et donc ces redéploiements ne sont pas uniquement la redéfinition de l'offre de bus, mais de pouvoir réfléchir à des réseaux intégrés où chaque mode a sa place. Et enfin, le dernier élément, c'est veiller à l'équité territoriale, c'est de pouvoir avoir le même niveau d'offre pour les mêmes territoires. Voilà, je vais laisser la parole à Justine. Alors, la zone Gaume-Sud-Ardennes, pour ceux qui ne sont pas familiers de la province du Luxembourg, donc c'est une zone constituée de 9 communes qui se situent entre Libramont, Virton et Arlon. Voilà, ici, sans vouloir rentrer dans les clichés, mais donc forcément dans une zone vaste avec une densité de population assez faible, ce qui était une des particularités de la zone et un des challenges à adresser. Alors, en termes de timing, mais donc, on est sur un temps long, un redéploiement. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, mais donc les premiers échanges ont commencé fin 2020 pour un réseau qui a été mis en œuvre ici cet été, début juillet, qui a été jalonné évidemment de plusieurs étapes de concertation avec les communes, avec diverses parties prenantes, avec une phase de participation citoyenne, etc. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'étapes, comme dit précédemment. Et donc voilà, ici, ce retour d'expérience, voilà, pour un réseau qui a été lancé début juillet, va être basé sur une courte expérience du coup, même si, a priori, ça a l'air de partir dans le bon sens. Mais donc, ce qu'on peut retenir a priori, qui a l'air de marcher, donc on parlait de hiérarchisation de l'offre. Ici, on était sur une zone où certaines lignes avaient jusqu'à 45 variantes d'itinéraire, donc on peut supposer que certains usagers devaient avoir beaucoup de difficultés à savoir quel parcours emprunter pour rentrer chez eux. Et donc ici, on a essayé vraiment de définir un réseau structurant, mais donc sur base des analyses, comme disait ma collègue à l'étude tactique. Mais ici, l'apport fondamental a vraiment été l'analyse par le texte vraiment de la fréquentation de leur réseau pour pouvoir vraiment définir, quels sont les axes à mettre en œuvre, quelles sont les lignes scolaires à mettre en œuvre, et alors comment donc du coup définir ce réseau avec d'une part des lignes vraiment structurantes, cadencées, régulières, des lignes scolaires voilà, là, qui sont bien séparées, bien identifiées avec des numéros à 3 chiffres, donc là il n'y a vraiment plus de confusion possible, et alors des zones de transport à la demande. Bon, comme je disais, le retour d'expérience ne se déroule que sur quelques mois, mais sur une des lignes où il est possible de faire une comparaison avant-après, a priori, le fait d'avoir redressé des lignes et de ne pas avoir 3 milliards de variantes qui passent par justement tous les villages, paradoxalement, ça a l'air de rendre ça plus attractif, et on constate une petite augmentation de la fréquentation. On va espérer que ça va continuer dans le bon sens.
Un des retours d'expérience, c'était aussi d'être vraiment à l'écoute des communes. Mais donc là, comme je disais, des territoires grands et peu denses. Donc il y avait une demande d'avoir des solutions de mobilité plus innovantes, plus performantes. Et donc on a mis en place des zones de tech à la demande. Avec, voilà, ici, le D3, c'est un système qui a déjà été mis en place lors de l'autre zone qui a été redéployée l'année passée, qui est la zone de Jean-Blou. Et donc, il y a un système, et donc les gens peuvent réserver via smartphone ou par téléphone pour réserver donc un parcours entre, mais donc là, ici, la D3 entre Berthier et Neuchâteau. Le principe étant, mais plutôt que d'avoir une ligne où on passe vraiment par tous les villages et où le parcours pourrait prendre jusqu'à 1 heure, alors qu'entre Berthier et Neuchâteau, on est à 20 minutes en voiture, mais de ne prendre en charge que les personnes qui ont réservé et de les amener le plus vite possible à leur destination. Il y a également d'autres systèmes qui ont été mis en place vraiment spécifiques pour la région, où là on est plutôt dans le système de rabattement des villages vers une centralité locale pour les gens qui veulent faire une petite course, une formalité administrative ou enfin, n'importe quoi. Et donc là pour l'instant on a commencé avec un système, c'est un aller-retour qui est permis le matin du lundi au samedi. Et donc voilà, certaines zones sont plus demandées que d'autres, mais donc on va voir comment ça va évoluer, mais donc toujours en espérant que ça aille dans le bon sens, évidemment, mais en étant évidemment aussi dans une perspective d'amélioration continue, on fera des évaluations, etc. Alors, toujours dans une perspective d'être à l'écoute de ce que les communes demandent, donc la zone Gaume-Sud-Ardennes, mais on est dans une zone éminemment touristique, avec, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà été faire des balades ou du kayak dans cette zone. Et donc, on a créé une ligne touristique qui est vraiment un nouveau produit, totalement nouveau pour le TEC, qui est la ligne Bouillon-Orval. Et donc, qui est une ligne qui circule uniquement en juillet-août, en fait, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et dont le parcours, en fait, ça a vraiment été créé vraiment en collaboration avec les ADL et les agences touristiques locales. En fait, c'est elles qui ont dessiné l'itinéraire. Et donc là, c'est déjà une ligne qui a été lancée déjà l'année passée, donc en amont du redéploiement, et on peut déjà constater qu'il y a une amélioration de la fréquentation sur 2 ans, malgré les étés un peu pourris qu'on a connus ces dernières années. Et donc, a priori, ça a l'air d'aller dans le bon sens aussi. Alors, aussi une nouveauté par rapport au précédent déploiement, mais donc on a essayé vraiment de beaucoup plus travailler sur la notion d'un réseau intégré en intégrant déjà dès les études tactiques et notamment dans la phase de participation citoyenne un volet Mobipole pour essayer de aussi challenger les habitants sur quels sont les lieux de Mobipole les plus à même à être mis en œuvre. On a également lancé un audit infrastructure avec un bureau indépendant pour identifier quels sont les éventuels challenges en termes d'accessibilité au réseau. Est-ce que tous les arrêts sont accessibles de manière totalement sécuritaire pour tous, vu que ça a été notamment un enjeu lors de la zone de redéploiement de Jean-Blou. Et donc là, ici, on espère pouvoir avoir une liste de fiches actions à pouvoir transmettre aux différentes, soit aux communes, soit à la région, enfin celui qui est en charge de la voirie, pour améliorer ces choses-là. Et alors, un dernier retour d'expérience, c'est l'accent qui a été mis sur la communication ici. Donc là, le TEC a vraiment mis la gomme ici. Pour un réseau qui a été lancé en juillet, la communication a commencé vraiment dès le mois de janvier avec le paquet qui a été mis sur les écoles, avec vraiment des mails et des courriers qui ont été envoyés aux écoliers pour que le choix scolaire soit vraiment pris en tenant compte de l'évolution du réseau qui allait se faire. Le TEC a mis en place des infobus, il a pris des contacts avec les écoles et les communes. Donc là, il y a vraiment tout un pan. Je ne vais pas dire que plus personne ne pouvait ignorer qu'il y avait un déploiement, mais en tout cas, ça a vraiment permis, il y a eu quelques mini-couacs de retard scolaire au début d'année, mais ça a vraiment permis d'adoucir les angles et de faire en sorte que tout se passe bien pour aider à faire en sorte que ça se passe bien, tout simplement. Donc, voilà un petit peu le retour de manière globale. Mais donc, en fait, si je prends vraiment ce qui ressort de ces actions, c'est vraiment la collaboration avec le TEC, toutes les études qu'ils ont pu faire de leur côté, la concertation avec les communes et les différentes parties prenantes, qui est vraiment, en fait,
le point essentiel de tout redéploiement. Merci à vous deux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je fais le lien avec un des exposés des conseillers en mobilité que nous entendons cet après-midi. C'est celui de Benoît Lefebvre, qui est conseiller à Gemep-sur-Sambre, mais qui va justement nous parler de la manière dont ces redéploiements sont perçus par la population avec laquelle il est en contact. Donc ce sera un chouette complément à votre intervention. On a 5 petites minutes pour quelques questions. Soyez efficaces, s'il vous plaît. Oui, madame, ici. J'ai vu un indicateur concernant la réussite du redéploiement, était l'augmentation des validations au niveau du tech. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont suivis pour les redéploiements? Alors, donc il y a toute une phase d'évaluation qui est prévue lors d'un redéploiement, et donc outre les fréquentations, mais ça, Marie, tu peux m'aider à compléter. Donc il y aura vraiment des ateliers qui sont faits pour checker, tiens, en termes de... Il y aura des enquêtes clients qui seront faites pour avoir aussi le ressenti et avoir d'autres indicateurs que la seule fréquentation. Il y aura quoi d'autre encore? Le pire, c'est que c'est marqué dans notre contrat de service public, mais j'avoue que j'ai un peu oublié. La fiabilité du réseau. La fiabilité du... Attends, tu peux aussi le dire à voix haute. La fiabilité du réseau. Enfin, voilà, en tout cas, outre des indicateurs vraiment objectifs, chiffrés, il y aura en tout cas, ces évaluations seront menées avec les communes pour avoir aussi des aspects plus qualitatifs pour vraiment avoir l'ensemble des éléments à prendre en compte pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Je vois monsieur là-bas qui lève la main. Bonjour, Jean-Benoît Graz. J'ai une question en fait concernant les indicateurs également et particulièrement les data. Je pense qu'on est tous conscients ici que lorsqu'on prend des bornages de GSM, sauf si cela a changé, est-ce que vous avez l'ensemble des opérateurs qui sont pris en considération et non pas l'opérateur historique Proximus, et en tenant compte également, bien entendu, des zones blanches en zone rurale qui sont quand même relativement nombreuses en Wallonie. Et deuxième aspect des choses, en termes de data aussi de la fréquentation des lignes tech, on sait que ces statistiques sont basées sur le moment où l'abonné passe son ticket ou son titre de transport. Mais on ne sait pas quand il sort du bus. Nos datas sont basées sur le nombre d'entrées dans un bus, jamais de la sortie. Donc ça veut dire que sur une ligne entière, on saura toujours où quelqu'un monte, mais jamais où il descend. Et donc c'est un peu l'inquiétude de se demander quel est le trajet réel qu'un utilisateur peut faire. Et comment est-ce que vous pouvez évaluer ce genre de choses? Donc globalement, c'est la question des données. Donc on n'utilise pas une seule source de données, mais justement l'idée ici, c'est de pouvoir utiliser aussi bien des données Proximus que des données de densité de population, des flux domicile-travail, des flux de fréquentation, et aussi la connaissance de terrain des acteurs, et donc de rassembler l'ensemble de ces éléments pour pouvoir définir un réseau le plus cohérent possible. Alors sur la question particulière des données Proximus, en effet, c'est un seul opérateur, mais qui redresse ces données pour tenir compte de sa part de marché. Donc ça, c'est la manière dont c'est traité. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Je pense que je vais rajouter Justine. Madame ici devant aussi avait levé la main. Oui, bonjour. Je suis Véronique Terrifailly. Je travaille à la cellule mobilité de la CSC. J'ai fait la formation SEM début des années 2000. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les formations pour les entreprises. En fait, je m'adresse à vous, mais ça pourrait être dans d'autres provinces. Hein. Mais dans le cadre de la semaine de la mobilité, j'ai soutenu une équipe de militants par rapport au zoning de Bastogne. Et en fait, il n'y a pas de gare à Bastogne. Et donc, on a fait le tour de quelques grosses entreprises et on a vu des directions. Ils avaient essayé plusieurs fois des lignes de covoiturage, etc., mais ça ne marchait pas. Qu'est-ce que le tech peut amener? Parce que souvent, les réflexions, on dit ouais, c'est difficile de contacter les techs, c'est difficile qu'ils puissent nous proposer autre chose que les lignes régulières. Est-ce que vous, compte tenu de la géographie de la province de Luxembourg,
Par rapport aux acteurs, j'entends ici, ce sont les communes, mais par rapport aux acteurs qui sont les entreprises, est-ce que vous avez une réflexion? Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des clubs d'entreprise, etc. Merci. Alors, lors des études de redéploiement, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des communes, mais il n'y a pas qu'elles qui sont invitées aux ateliers. Il y a toute une série d'acteurs économiques. Mais là, pour citer ici l'étude de Comte Dardenne, Idélux était invité. Dans d'autres cas, il y a le Forum également, ou alors l'Union Wallonne des entreprises. Donc, c'est vraiment un focus à part entière dans les études. Après, pour la desserte des parcs d'activité économique en tant que tel, ça, c'est toujours un grand défi, vu que voilà, dropper les gens à l'entrée, alors que souvent c'est des parcs kilométriques, souvent on nous dit ça ne va pas, mais en même temps, le tech ne peut pas non plus rentrer dans tous les parcs et faire perdre du temps aux utilisateurs qui, eux, ne sont pas intéressés à rentrer. Donc ça, c'est un petit peu au cas par cas, j'ai envie de dire, lorsqu'on fait l'étude, en fonction des opportunités et avec la volonté aussi de sensibiliser les parcs à améliorer l'accessibilité cyclo-piétonne depuis l'entrée du parc et voir à développer des solutions qui seraient complémentaires au réseau en transport en commun, vu que le tech ne sera pas la solution seule et unique pour la desserte de ces zones. Voilà. Et on aura aussi un témoignage cet après-midi sur un cas concret en Pays de Herve, puisque la représentante du GAL viendra nous parler des tentatives de proposer ce type d'offre en zoning d'activité économique et les freins rencontrés justement. Une dernière question, monsieur, très rapidement. Oui, je ne t'ai pas dit où c'était, troisième rang, pardon. Oui, bonjour. Voilà, juste une question, une réflexion. Donc vous travaillez toujours à euro zéro, parce que ça vous l'avez peut-être pas dit, mais bon, il n'y a pas de budget supplémentaire, donc c'est plus de la restructuration. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, sur base de votre expérience, parce qu'ici on voit une expérience positive, il y en a eu des plus compliquées aussi, est-ce qu'à un moment donné, ce modèle-là ne fonctionne pas peut-être mieux en milieu rural, où effectivement peut-être qu'il y a un travail de restructuration par rapport à des territoires où on a des croissances de population ou d'emplois qui font qu'à un moment donné, en fait, il faut plus de moyens pour pouvoir mettre plus de gens dans le bus et arriver aux objectifs FAST? Alors, ici justement, en fait, on est sur des déploiements autant pour la zone de Jambou que pour la zone Gomme-sur-Dardenne, où en fait on a mis plus d'euros et de kilomètres. Donc, par rapport à d'autres zones où là, effectivement, les contextes budgétaires ont été différents. Donc, a priori, j'avoue que je ne sais pas trop juger du coup ce qui est mieux adapté à du rural ou à d'autres zones. Donc, voilà. Mais là, justement. C'est quand même un objectif d'équité territoriale et donc en fonction de l'offre qu'il y a déjà sur la zone et du volume d'offres par rapport à la population, on essaye d'adapter la croissance de l'offre et en fonction des besoins ponctuels aussi identifiés, s'il y a une croissance, s'il y a un nouveau POI qui se développe ou s'il y a des enjeux qui sont identifiés sur le territoire, alors il y a des moyens supplémentaires qui sont mis. Merci, je propose qu'on clôture ici, mais n'hésitez pas à poursuivre les échanges. Un plan de mobilité urbaine durable est un outil stratégique construit de manière participative et intégrée qui vise à répondre aux besoins en mobilité des citadins. Pour parler de ces PMUD et des obligations européennes qui en découlent, on a le plaisir d'accueillir ce matin Damien Toby, direction de la planification de la mobilité du SPOE, et Marion Joissin, de la cellule internationale et projets européens. Bonjour à tous. Mon collègue Damien et moi avons la lourde tâche de vous garder attentifs jusqu'au repas de midi. Bonne chance surtout. Force est de constater que l'Europe garde en tête le rêve d'une mobilité fluide et idéale, car je vais aujourd'hui vous parler du réseau transeuropéen de transport, régi par un règlement qui vise à éliminer les barrières entre les pays européens, à faciliter les déplacements et à faire de l'Europe une seule zone de transport harmonisée. Plusieurs réseaux sont concernés, à la fois ferroviaires, fluviaux, routiers, mais également de grandes infrastructures telles que des ports, des aéroports et des nœuds urbains qui vont aujourd'hui plus particulièrement nous intéresser. Ce réseau s'organise sur base d'un règlement pour lequel la Wallonie s'investit, étant donné que nous sommes également consultés dans l'élaboration de celui-ci.
La structure du réseau RTET est organisée en 3 réseaux, 3 types de réseaux, à savoir un core network dont la finalisation est prévue pour les années 2030, c'est donc demain, un réseau étendu, un core network étendu pour 2040 et un comprehensive network pour 2050. Le but, c'est vraiment éliminer les barrières entre les réseaux de transport des États membres et créer une seule zone de transport européenne. Alors, on parle souvent de l'Europe comme une source d'obligations, une source de contraintes, mais on a tous également en tête les opportunités que l'Europe peut nous apporter. Ces opportunités, elles sont à la fois des mesures de soutien, que ce soit des sources de financement, notamment via les budgets nationaux, les fonds de l'Union européenne, des prêts, des subventions. Et concrètement parlant, en matière de transport et de mobilité, ça se traduit par le programme CEF, des fonds européens pour des investissements stratégiques, mais également des fonds pour lesquels vous avez probablement plus entendu parler, à savoir le fonds FEDER. Je vous ai dit que ce réseau s'organisait sur base d'un règlement européen. Ce règlement a été révisé en 2024, introduisant la notion de nœud urbain. Ces nœuds urbains sont compris dans l'annexe 5 notamment, et cette annexe 5 va à la fois définir toute une panoplie d'opportunités et de contraintes associées pour les villes qui sont désignées nœuds urbains dans le cadre des grands corridors. Alors, en Belgique et en Wallonie plus particulièrement, nous sommes traversés par 2 corridors, à la fois le corridor mer du Nord, Rhin-Méditerranée, mais également le corridor mer du Nord-Baltique, désignant 5 nœuds urbains pour la Wallonie, Charleroi, Namur, Liège, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Arlon. Les objectifs de ces nœuds urbains et des plans qui vont leur être associés, c'est vraiment l'accessibilité pour tous les usagers, à la fois les personnes handicapées ou à mobilité réduite, une mobilité à faible émission, de haute qualité, plus sûre, plus durable, mais également un soutien au transport public et à la mobilité active. Tout ça va passer par le développement notamment d'infrastructures pour une circulation fluide de véhicules à émissions faibles, de plateformes multimodales et pouvoir faciliter les correspondances du premier et du dernier kilomètre. Des terminaux de fret multimodaux compléteront l'offre prévue. La mise en œuvre de ces plans nécessitera 2 composantes, à la fois une vision à long terme et une mise en œuvre à court terme. La vision à long terme définira la stratégie employée, à la fois pour les infrastructures, pour les services multimodaux et des projets de mobilité. Et la mise en œuvre à court terme consistera en un plan d'action avec une approche intégrée qui prend en compte le développement durable de la zone urbaine, les politiques d'occupation des sols et du territoire, mais également définira des aspects financiers qui seront critiques pour après pouvoir prétendre à des financements ou à une aide européenne, par exemple. L'intégration des différents modes de transport sera prévue également dans ce type de plan, avec une promotion du transport multimodal, des actions pour accroître la part modale des transports durables, une promotion de la mobilité à faible émission et également l'amélioration de l'accessibilité pour tous les usagers, avec comme objectif la réduction de la congestion. Le fonctionnement efficace du réseau transeuropéen de transport en dépend, étant donné que ces nœuds urbains sont positionnés à des endroits stratégiques de celui-ci. L'impact des mesures urbaines sur les flux de trafic devra donc être mesuré, que ce soit sur les personnes ou sur les marchandises, avec vraiment comme objectif la suppression des goulets d'étranglement. On a parlé pas mal d'approches participatives. Ici encore, celle-ci est recommandée. Elle est également inscrite dans cette fameuse annexe 5. Et donc, c'est une approche intégrée et une inclusion des citoyens, mais également des autres acteurs économiques
et de la société civile qui est recommandée. Nous avons également une surveillance donc de ces objectifs qui sera nécessaire avec la définition d'indicateurs de performance, puisque les objectifs du plan de mobilité seront définis dans la vision à long terme. Il faudra donc définir des buts clairs pour le système de transport urbain. Il faudra définir des cibles pour ce plan de mobilité, des indicateurs de performance et également surveiller la mise en œuvre. Alors, ces obligations sont imposées aux États membres. Donc ici, on ne parle pas directement des villes, directement de la région, mais principalement de la Belgique au regard de la Commission européenne. Il va sans dire que ces obligations se répercutent à tous les niveaux de pouvoir wallon. Et donc, nous avons en tout cas en Wallonie le devoir de suivre l'ensemble de la réalisation de ces plans de mobilité pour la suite. Maintenant, je vais passer la parole à Damien qui va rentrer un peu plus dans le concret. Merci Marion. Alors, je vais articuler la suite de la présentation sur les impacts concrets que ça peut avoir sur la Wallonie et les plans de mobilité. Donc, il y a différents outils de planification de la mobilité en Wallonie, comme vous le savez sans doute. Et donc, depuis 2004, on a différents textes qui guident la stratégie de la mobilité en Wallonie. Et plus spécifiquement au niveau législatif, on a depuis 2004 un décret, c'est notre ligne directrice pour établir, réaliser des plans urbains de mobilité d'une part pour les agglomérations et d'autre part des plans communaux de mobilité que vous connaissez certainement, les PCM. Donc dans la suite de la présentation, je dirais PUM et PCM, désolé pour les acronymes, mais donc le PUM pour l'agglomération est subventionné à 100% par la région et le PCM est subventionné à 75% par la région. Et tous deux doivent être adoptés, d'une part par le gouvernement pour le PUM, gouvernement wallon, et d'autre part par le conseil communal pour le PCM. Donc ce sont bien des outils de planification multimodaux de la mobilité. Donc à côté de ce texte qui structure les plans de mobilité en Wallonie, on a différents autres textes législatifs. Une extension de ce décret de 2004 qui est celui de 2022 pour la politique cyclable qui a permis de réaliser le plan d'action Wallonie cyclable et le plan d'action Wallonie piétonne. À côté de ça, pour les transports collectifs, on a le décret de 2018 qui a permis de définir les plans de redéploiement du réseau TEC, les schémas intermodaux de mobilité par bassin. Donc, ce sont des outils de planification mono ou plurimodaux de la mobilité. Et le mode routier, j'ai cité ici l'exemple du plan mobilité et infrastructure pour tous, le PIMT, qui donne les grandes orientations en matière de financement et de priorité. Donc, les PCM, on a permis depuis 2004 de couvrir 65% du nombre des communes donc, qui ont au moins un PCM adopté, ce qui représente 85% de la population, donc c'est pas rien quand même. Et puis à côté de cet outil PCM au niveau communal, on a le plan urbain pour les agglomérations. Donc à ce jour, on a deux plans principaux, celui de Liège pour 24 communes et celui de Charleroi pour 30 communes, adoptés pour Liège en 2019 et pour Charleroi Métropole en 2024, au mois de mai. Donc il y a un mais à toute cette histoire, c'est qu'actuellement on a des réflexions en cours au niveau régional avec différents experts, avec un tas de partenaires pour finalement se demander est-ce que ce sont toujours les bons outils? Est-ce que c'est toujours le bon périmètre de travail? Est-ce qu'ils apportent les effets attendus? Et donc, on va de plus en plus vers une logique fonctionnelle. On se demande, tiens, mais on a parlé de floating mobile data tout à l'heure avec les flux de déplacement. Est-ce que ces périmètres de travail correspondent bien à la réalité des déplacements des Wallons? Et donc, on s'oriente de plus en plus vers un découpage selon ces flux de déplacement entre pôles et donc par bassin de mobilité. Donc ça, c'est pour la réflexion en cours. Et donc, aujourd'hui et demain, à court terme, on continue à
approfondir ce travail principalement au niveau des PUM, au niveau des agglomérations, et je ferai un lien juste après avec finalement avec l'Europe, avec les méthodologies européennes, avec le règlement européen dont Marion a parlé. Donc, on accentue le travail de suivi d'évaluation, notamment du PUM de Liège, de celui de Charleroi aussi. On a une structure de gouvernance qui ressemble à celle qui est sur la gauche, qui est toujours un petit peu similaire d'un plan à l'autre, qui se décline du niveau le plus élevé, qui est le niveau, enfin élevé entre guillemets, qui n'est pas un niveau hiérarchique, mais niveau de décision politique qui est le niveau stratégique, et puis pour en faire une réalisation concrète du plan sur le terrain, en passant par une articulation thématique. Et donc pour Liège, on travaille aussi sur un bilan de mise en œuvre pour savoir ce qui a été réalisé depuis 5 ans, depuis l'adoption. Idem pour Charleroi, donc voilà un exemple de gouvernance d'un plan urbain de mobilité. Et je reviens juste donc un peu en arrière par rapport à ce que Marion a exposé sur l'Europe et le règlement. L'Europe, ce n'est pas que le cadre législatif et le règlement, ce sont aussi des méthodologies, une tonne d'outils, de guides méthodologiques, des communautés de réseautage, de la bonne pratique. Donc on a ici, par exemple, sur la gauche, un tas de documents. Je vous invite vraiment à aller puiser dans cette mine d'informations pour aller vous inspirer sur ce qui se fait en Europe en matière de planification de la mobilité. Donc on a l'outil plan de mobilité urbaine durable qui est un outil intégré, qui s'articule avec les stratégies globales, avec les plans sectoriels. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on prend un peu de recul et qu'on va regarder dans cette documentation et qu'on va parler avec d'autres acteurs de la mobilité en Europe, on se rend compte qu'on a tout intérêt à faire partie du même bateau européen et à faire évoluer la mobilité et les outils de planification en Wallonie. Et je vous invite aussi à régulièrement consulter le site, l'Observatoire de mobilité urbaine de l'Europe, pour lequel j'ai mis le lien ici. Je reviens donc, pour refaire le pont avec la présentation de Marion, sur le règlement lui-même. On a les nœuds urbains, au nombre de 5 en Wallonie, qui sont sur la droite sur l'écran. Donc finalement, ils ont une fonction d'interconnexion, ces nœuds urbains. On a parlé plus tôt ce matin de fluidité du réseau. Je pense que le nœud urbain, c'est aussi un petit peu l'ancrage du réseau qui va permettre d'articuler les différents pôles de déplacement entre eux. Et donc, ce que l'Europe veut nous dire par rapport à ces nœuds urbains, c'est qu'il faut développer leurs fonctions, à savoir la fluidité, la capacité, la connectivité, développer des services d'intermodalité, permettre la multimodalité, permettre les déplacements sur les derniers kilomètres. Et je termine sur les 2-3 derniers slides pour vous communiquer finalement ce que vous devez retenir en priorité de ce règlement. Pour moi, à court terme, c'est cette date tout au-dessus, le 31 décembre 2027. L'Europe va attendre de nous tous de travailler sur des plans urbains de mobilité durable à l'échelle des nœuds urbains et de leur zone de navettage, donc la zone urbaine fonctionnelle. Ça, c'est un pilier de l'exigence. Et l'autre exigence, c'est de travailler sur la collecte d'indicateurs, de données de mobilité urbaine durable pour les 3 domaines qui sont là, durabilité, sécurité, accessibilité. Et tout ça va être encore sujet à discussion et traduit concrètement dans un texte qui est l'acte d'exécution pour juillet 2025, avec le bémol, c'est des sanctions à la clé, comme Marion l'a indiqué, au niveau belge et pas seulement au niveau des régions. Mais je termine par une note quand même très positive, c'est que ces règlements, finalement, pour moi, ce sont des opportunités pour nous tous, pour la région, pour les villes, pour les communes. Ce sont des leviers de financement, des leviers pour activer des projets à différents niveaux, pas que pour les nœuds urbains. Et vous aurez le temps, je pense, quand vous recevrez la présentation, d'aller consulter ces différents points de contact. Donc tous vos interlocuteurs, à la fois au niveau du SPOE, mais d'autres acteurs en Wallonie, pour vous informer sur ce règlement. Et je terminerai pour insister sur l'aspect réseautage. Pour moi, l'intérêt de ce niveau européen, de ce règlement, c'est d'aller vraiment piocher l'information au niveau européen, parler avec des villes équivalentes à la vôtre, qui ont les mêmes problématiques en Europe,
Et je vous invite notamment à vous inscrire, si ce n'est pas fait, au webinaire RTET qui a lieu le 12 décembre à 14 h, organisé au niveau belge par Civinet. Et pour lequel la cellule internationale va également intervenir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ouh, plein. Comment va-t-on faire? Madame ici? Soyez vraiment rapide alors, s'il vous plaît, pour permettre à un maximum de s'exprimer. Je suis une collègue, je travaille au SPOEMI, mais plutôt dans la concrétisation, parce que je travaille en direction territoriale. Dans votre règlement, enfin dans le règlement européen, il y a deux choses qui me semblent un peu antinomiques. J'ai noté qu'il faut améliorer la part modale du transport en commun et de la mobilité active, mais en même temps améliorer la fluidité, alors qu'on est en milieu urbain avec un espace public restreint. Donc voilà, il me semble qu'on me demande deux choses complètement différentes. Je ne sais pas si j'ai un joker, moi j'ai envie de penser à ce que le professeur Minck a dit. C'est vrai que le réseau RTET, c'est de la fluidité, c'est de l'interconnexion, et en même temps on connaît les enjeux de part modale qui doit faire moins de place à la voiture, plus de place aux autres modes de transport. Donc je pense que cette ambiguïté, elle va continuer, mais pour moi les plans urbains de mobilité doivent justement inscrire des lignes directrices qui respectent finalement cette ambivalence et qui vont garantir qu'on a un réseau qui fonctionne, mais tout en au niveau local, au niveau des nœuds urbains, aller dans le sens de nos objectifs locaux. Enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, c'est un peu... Il n'a pas l'air convaincu. Un peu de joker, mais voilà, je pense pas que facile. Cette ambiguïté, je pense qu'elle va continuer à exister. Pas simple aussi en peu de temps de répondre à des questions comme celle-là. Oui, deux personnes ici. Monsieur devant, allez-y, oui. Merci. Question très égoïste. Est-ce que la Suisse est intégrée dans cette réflexion européenne? Alors, la Suisse, effectivement, est un État central pour l'Europe. Personnellement, lors de nos discussions à la Commission, on n'a pas de représentant suisse. Donc voilà. Mais je pense qu'au niveau européen, ils essaient quand même de prendre en compte les avis de la plupart des États membres, et notamment tout ce qui est transfrontalier. Et donc on a des groupes spécifiques vraiment de collaboration et de discussion avec des États tels que la Suisse par exemple, tels que l'Angleterre, etc., tels que les États plutôt du côté Europe de l'Est. Donc ça c'est pris en compte. Maintenant effectivement, voilà, le niveau d'implication est peut-être différent. On ne vous contourne pas. Je vous avoue que je n'ai pas la référence avec la Suisse, donc si quelqu'un peut m'expliquer pendant la pause, je suis preneuse. Oui, c'est uniquement ça en fait, d'accord. Ok. D'autres questions? Oui, ici, je vois Merci. tout, je vois tous les... Je vais faire un lien avec la Suisse, c'est que il y a quelques jours, il y a eu une votation qui a donné lieu au refus de projets d'augmentation de capacité des autoroutes. Et donc le terme de fluidité dans la promesse de la réforme proposée, pour moi, elle est une menace si elle n'est pas clairement expliquée et vulgarisée par les élus. Et c'est là que maintenant la Wallonie a une opportunité qu'elle doit saisir, c'est d'expliquer ce que c'est les objectifs de fluidité. Et donc en Suisse, ils n'ont réussi à rejeter ces augmentations de capacité d'autoroute qui ne mènent qu'à une augmentation de la demande, que parce qu'il y a eu énormément de pédagogie autour de tout ça. Donc je voulais voir si vous aviez un enjeu de communication sur cette question-là. Au niveau des enjeux de communication, effectivement, ces enjeux-là vont prendre part dans la mise en œuvre de tout ce qui est décidé plus haut. Ces enjeux de communication sont vraiment critiques, en tout cas au niveau wallon, parce qu'on se rend compte effectivement qu'on a une méconnaissance de tout ce qui est politique européenne et les implications sur le territoire. Il faut savoir que la Wallonie est une des régions en Europe qui prétend le moins au financement européen et qui en obtient également le moins.
ce qui est quand même particulier étant donné qu'on est vraiment au cœur de l'Europe. Moi, je suis persuadée qu'il y a un enjeu de communication à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'est quelque chose que nous, on défend également au niveau du service public de Wallonie, à voir si on sera également entendu. Merci. Oui, monsieur, et puis par là-bas, il y en a aussi 2, 3. Je ne sais pas si on aura le temps d'entendre tout le monde. Mais... Ah oui, j'avais dit monsieur, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même la poser. Allez-y. Quand on parle de fluidité, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur et voir les autres modes de transport. Typiquement, sur le ferroviaire, la fluidité doit être améliorée, sur le fluvial également. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que cet appel ou ces nouveaux fonds permettront à la Wallonie de clairement se positionner en termes de plateformes, notamment au niveau du ferroviaire? On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes ferroviaires qui existent, qui ne sont pas vraiment à la page en termes de technologie ou de technicité. Et est-ce que c'est ce type de projet qui pourrait être déposé par la Wallonie? Donc les nœuds urbains qu'on a mentionnés, ce sont les villes, mais il y a différents autres nœuds dans le règlement, notamment des nœuds de plateformes d'échange de marchandises. Donc je pense, enfin là je me retourne peut-être vers Marion, mais le financement se fait prioritairement pour les projets des nœuds urbains et pour tous les nœuds connectés à ces nœuds urbains par mode de transport. Donc je pense que oui, les financements existent à ce niveau-là. Oui, en fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs modes de financement, et notamment, je l'ai cité tout à l'heure, le CEF, qui, lui, finance principalement du ferroviaire. Donc c'est vraiment un mode de financement qui finance principalement du ferroviaire, notamment des grands projets qui ont un impact réel et énorme sur le territoire européen. Ici, en Wallonie, on a des projets qui sont financés au niveau ferroviaire sur la liaison Bruxelles-Luxembourg, notamment. Maintenant, effectivement, ce n'est pas une compétence de la Wallonie, c'est une compétence fédérale, donc on ne peut pas en parler de manière plus approfondie. Au niveau du transport de marchandises, on suit également via les plateformes multimodales. Mais au niveau de ces financements, effectivement, en Wallonie, on va plutôt suivre du fluvial parce que c'est plus dans nos compétences. Dans le cadre des nœuds urbains, c'est également pris en compte, que ce soit pour les passagers ou pour les marchandises, puisque ça s'applique également aux deux composantes. Merci. Oui, monsieur. Moi, j'ai quand même une question sur le choix des entités. Donc, notamment pour le Brabant wallon, on voit que vous avez pris Ottignies-Louvain-la-Neuve. Alors, c'est assez étonnant parce que voilà, c'est pas la seule commune qui est dans le nœud urbain, et d'autant plus qu'il n'y a aucun alignement. Du coup, il n'y a aucun alignement avec le SDT, qui me semble comme un outil de planification important qui a été adopté et qui reprend quand même le pôle régional comme le bipôle Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre. Et donc, faire un plan sur Ottignies-Louvain-la-Neuve sans prendre en compte Wavre, je ne vois pas très bien l'intérêt. Ou alors il y a une méconnaissance effectivement du territoire, quoi. Alors, effectivement, ce choix des nœuds urbains a été fait au niveau européen. En fait, au départ, le choix des nœuds urbains a été fait sur base de la population habitante dans la zone de ce nœud urbain. Ce choix-là a été sujet à de nombreuses discussions entre États membres. Et au niveau de la Wallonie, on a défendu un certain point de vue en collaboration avec nos collègues néerlandophones, même si c'était plutôt nous qui portions la position belge à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on a des nœuds urbains où la population est relativement faible. Et donc nous, on s'est posé également la question, cette entité-là, pourquoi est-ce qu'elle serait désignée nœud urbain alors que ce n'est pas du tout la même réalité qu'une autre entité en Allemagne, en Italie, etc. Ces discussions ont été très très compliquées et la question s'est posée assez longtemps pour Ottignies-Louvain-la-Neuve, à savoir qu'on était conscient une fois qu'une ville ou qu'une zone est désignée nœud urbain, on est conscient que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est sur le réseau RTT et reconnu en tant que tel, on a plus facilement accès à des financements, à de l'aide, à du support de la part de la Commission européenne. Mais on a également des contraintes. Il y avait certaines contraintes qui nous semblaient exagérées par rapport à la taille et aux spécificités des nœuds urbains.
Grâce à cette défense-là, on a réussi à avoir plusieurs catégories de nœuds urbains. On a quand même discuté assez longuement là-dessus parce qu'évidemment, tous les États membres n'étaient pas d'accord avec nous. Mais on espère quand même avoir réussi à défendre au mieux les intérêts wallons dans le cadre de ce règlement-là. Maintenant, effectivement, il s'agit d'une coordination au niveau européen. On n'a pas la main, nous, en tant que Wallonie, pour imposer à l'Europe nos points de vue sans coordination avec les autres États membres. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué à notre niveau, mais qu'il faut parfois, vivre. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Je voulais juste ajouter qu'il y aura une concertation, bien sûr, au niveau des partenaires locaux, de la ville d'Ottignies et de Louvain-la-Neuve et des autres pour en fait arriver à réaliser un plan de mobilité urbaine durable qui est cohérent au niveau de ce qu'ils appellent la zone urbaine fonctionnelle. Mais est-ce que ce sera la province? Est-ce que ce sera Ottignies et les communes périphériques? Est-ce que ce sera autre chose? Voilà, cette discussion doit avoir lieu avec tout le monde au niveau local et avec l'accord de l'Europe pour qu'elle confirme, oui, on est d'accord que le plan de mobilité urbaine durable sera défini sur cette zone. Peut-être qu'aussi on récupérera, entre guillemets, des plans passés, s'ils sont assez récents, et pour répondre à l'exigence. Et voilà, c'est un équilibre à trouver entre l'exigence, les opportunités, la réalité locale, et ce travail de définition du périmètre doit encore avoir lieu. Merci. Je jette un petit coup d'œil à Marie-Charlotte. Est-ce qu'on peut encore prendre des questions? Non, me dit-elle. C'est pas de ma faute. Mais de toute façon, je vous invite, vous êtes présents durant la pause, donc je vous invite à continuer les discussions. Merci pour votre attention déjà durant cette matinée. Bon appétit à tous et on se retrouve à 13h50 tapante pour la suite de ce programme.